Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette première émission de Itilika, votre tout nouveau rendez-vous qui vous permettra de comprendre la technologie dans une perspective africaine, simple mais surtout engagée. Alors pour cette première émission, nous avons choisi un thème à la fois passionnant mais qui nécessite beaucoup d'inquiétude. L'intelligence artificielle, menace ultime ou tremplin pour réinventer nos métiers. Alors pour discuter de ce premier débat, nous avons invité plusieurs panélistes. Je vais commencer tout d'abord à ma droite par M. Caleb Melimelo. C'est bien ça? Bonjour M. Caleb. Bonjour tout le monde. Je rappelle ici que vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit professionnel dans le domaine juridique. Et c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc vous êtes bien calé dans le domaine du droit. Oui, j'ai une connaissance en tout cas approfondie des questions juridiques qui touchent un peu au droit de l'environnement, mais aussi le droit et la sécurité routière. Et évidemment, les questions de l'intelligence artificielle. J'ai eu à faire des cours lorsque j'étais évidemment sur les bancs. Donc. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être pour cette première édition de Itilika? C'est un très grand honneur. Merci premièrement pour cette invitation. Merci pour l'invitation de participer à ce panel. Comme tu le mentionnais tout à l'heure, l'intelligence artificielle est quelque chose dont on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Discuter d'un sujet qui porte sur l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de novateur, passionnant. Et ça me fait plaisir en tout cas d'être là et de discuter autour de ce sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons la bienvenue. Juste en face de vous, nous avons M. Christian Parfait-Nebo. M. Christian Parfait, bonjour. Bonjour Brian et merci pour l'invitation et pour cette initiative qui débute de bon vent. Ok, je rappelle que vous êtes étudiant en maîtrise en intelligence artificielle depuis l'automne de 2024 et vous êtes un formateur surtout rigoureux, comme j'aime bien vous appeler, contrôle qualité. À chaud, est-ce que pour vous, est-ce que l'intelligence artificielle prend des bonnes bases déjà dans le monde et puis en particulier en Afrique? On vit à une nouvelle révolution technologique et c'est sûr que ça vient avec beaucoup de bouleversements, que ce soit positif ou négatif et on est chanceux ou aussi potentiellement malchanceux d'être là à la sortie de notre monde au monde professionnel pendant cette période-ci. On espère qu'on sera affecté positivement vis-à-vis de ce bouleversement. Ok, merci aussi d'avoir accepté cette invitation. À côté de vous, nous avons M. Michel Feudio, lui aussi qui est étudiant en maîtrise en intelligence artificielle. M. Michel Feudio, bonjour. Bonjour Brian, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui semble très intéressant aujourd'hui. Ok, merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Je souligne ici que vous êtes un passionné de la technologie et que votre impact social et éthique pour la technologie vous tient beaucoup à cœur. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec du recul, on peut quand même se poser des questions, surtout au niveau éthique de l'utilisation de l'IA en général et aussi de l'IA générative qui est beaucoup plus à la portée du grand public. Je pense que ça nécessite vraiment un coup d'œil et puis une certaine régularisation au niveau éthique. Très important. Merci encore une fois de plus, M. Michel. La présentation étant faite, avant tout d'abord d'arriver au débat, nous aurons traversé deux rubriques principales, à savoir l'astuce tech, qui est cet outil qui va probablement vous aider dans le domaine dans lequel vous exercez. Et ensuite, on aura la revue de l'actualité tech avant d'arriver au grand débat. Tout de suite, regardons ensemble l'astuce tech du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ah oui, il s'agit d'un outil d'IA qui permet de pouvoir, en un seul prompt, designer une interface graphique pour un site web quelconque. Donc j'ai juste besoin de poser une question. Par exemple, là, je demande aide à construire un portfolio pour un profil informatique et avec 2 ans d'expérience. Donc là, c'est le prompt qui est passé et juste sous nos yeux, on va voir l'IA qui va se mettre, l'IA générative notamment orientée sur le design HTML, CSS et JavaScript. Il va nous développer à plus de 500 lignes de code une interface graphique personnalisée selon la requête. Ça pouvait être une requête beaucoup plus complète, mais là j'ai essayé de faire une requête vraiment de base, une requête basique et on a un résultat qui est
qui se développe et tout. Et selon notre besoin, ça développe au fur et à mesure. Et on voit le résultat qui se crée. Et juste après, on peut utiliser cette interface HTML pour la rendre dynamique ou pour avoir un site web vitrine rapidement hébergeable. Donc ça c'est pour l'astuce tech. Ça se trouve sur GitHub, sur Hugging Face, notamment c'est l'outil DeepSight à consulter pour ceux qui sont des amateurs de programmation HTML et CSS. Merci, Monsieur Christian, pour cette astuce tech que vous avez présentée tantôt. Mais on constate là qu'on a un outil devant nous qui facilite la création des sites internet. Quelque chose qui était vraiment difficile auparavant, quelque chose qu'on payait énormément cher des développeurs pour pouvoir conceptualiser un site internet. Je me rappelle bien à l'époque, pour conceptualiser un site, on avait besoin d'un designer, un développeur front-end, un développeur back-end. Je commence par vous, Monsieur Christian. Toi qui as l'habitude de former des étudiants, est-ce que ce genre d'outil est un allié ou un danger pour l'apprentissage et la créativité des étudiants? Répondre par un oui catégorique ou un non catégorique, c'est très dangereux et très naïf comme méthodologie, je dirais. Moi, je dirais que potentiellement, en fait, moi, je considère que l'IA affecte selon une sorte de spectre de connaissances, notamment le plus on connaît, le mieux on est efficace avec l'IA. Le plus on est compétent, le mieux on est efficace avec l'IA. Le moins on est compétent dans un domaine spécifique, le plus dangereux c'est d'utiliser l'IA pour faire ces tâches parce que ça va nous rendre non seulement paresseux, mais ça va encore plus nous embrouiller et on risque de se retrouver à faire plus de temps que prévu, que si on savait exactement ce qu'on était en train de faire. Donc ça dépend vraiment du spectre de maîtrise de la compétence. Plus je maîtrise la compétence, plus je peux utiliser l'IA pour automatiser la tâche répétitive. C'est ça qu'on dit. L'IA générative ou l'IA en général aide à pouvoir automatiser les tâches qui sont répétitives. C'est répétitif pour quelqu'un qui est déjà compétent dans la tâche. Exactement. Donc, pour M. Christian, on constate que niveau de compétence fonctionne aussi avec niveau d'utilisation de l'IA, c'est bien ça? Pas que ça rythme, c'est recommandable. Ouais. Et c'est surtout proportionnel. C'est ma recommandation. Exactement. Monsieur Michel, quant à vous, est-ce que vous pensez que ce type d'automatisation pourrait faire évoluer la manière dont les entreprises essayent de gérer les présentations et les communications? Est-ce que c'est un point fort pour les entreprises? Est-ce que les entreprises sont capables de fonctionner aujourd'hui sans responsable de création des sites web? Est-ce qu'un entrepreneur peut se passer des services d'un designer aujourd'hui? C'est sûr que si on parle du point de vue d'une entreprise, sachant que l'entreprise est là pour faire de l'argent, c'est sûr que ça offre de l'emploi, mais l'objectif c'est d'utiliser des employés pour faire le plus d'argent possible, mais en ayant le moins d'employés possible, parce que les employés c'est aussi une charge financière, c'est-à-dire une sortie d'argent sur les revenus de l'entreprise. Donc avec ce qu'on vient de voir comme illustration, c'est sûr qu'une entreprise de développeurs, il trouve son compte quand même parce que tantôt vous avez dit par exemple à l'époque pour par exemple mettre sur pied un site web, ça prenait quoi 2 mois minimum si tu as une équipe de 10 développeurs par exemple, c'est-à-dire de la phase de l'analyse. Ouais, on va quand même souligner que ça dépend du site internet parce qu'il y a des sites c'est ça. C'est sûr que pour un site back-end, il y a des sites bien sûr, ainsi de suite. Mais moi je prends par exemple un site banal. Les projets web prennent entre 1 mois à 6 mois dépendant de la demande aussi. Ouais. Donc c'est sûr qu'avec cette avancée là c'est bénéfique totalement pour l'entreprise. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'ils n'auront plus besoin du tout d'un développeur. Je pense qu'on aura l'occasion de mieux développer ça dans c'est à revoir. Ouais. Alors, j'en viens à M. Caleb. M. Caleb, vous qui êtes dans le domaine juridique justement, est-ce que tu verrais une utilité à ce genre d'outils pour simplifier la communication avec les clients? Oui, absolument. Si on prend l'exemple carrément du domaine juridique, vous l'avez tout de suite mentionné. L'utilisation de l'IA a permis de maximiser beaucoup le temps passé à travailler, par exemple dans les entreprises. C'est aussi le cas dans les cabinets.
avant, vous mentionnez tout de suite l'IA générative. Pour les juristes, il y a l'IA générative et puis l'IA extractive qui sont aujourd'hui utilisées pour trouver l'information exacte dont on a besoin. Avant, pour toute personne qui voulait conclure un contrat avec des partenaires, il fallait absolument passer par un juriste, en tout cas, juriste, même si on ne conclut pas le contrat pour la signature, mais au moins l'écouter pour avoir des conseils, comment il faut s'y prendre avec telle ou telle législation. Mais aujourd'hui, il suffit juste de poser la question à l'intelligence artificielle, puis elle te donne tout ce qu'il faut savoir, la loi applicable, comment il faut s'y prendre, où il faut signer, quelles sont les clauses qu'il faut regarder. Donc, l'IA, évidemment, se révèle d'une grande importance aujourd'hui pour tous les secteurs. L'intelligence artificielle reste effectivement importante. Merci à tous pour vos réactions. Et puisqu'on parle d'outils qui transforment nos méthodes de travail, il est temps de voir ce que agite la planète tech cette semaine. Pour ça, on va retrouver Stell qui nous prépare une sélection d'actualités brûlantes sur la technologie. À toi, Stell. En 8 heures, OpenAI a vécu son plus grand échec public et orchestré simultanément son coup stratégique le plus audacieux depuis des années. Cette séquence d'événements révèle une stratégie que peu ont comprise, mais qui va redéfinir l'écosystème de l'IA. Voici pourquoi cette semaine change absolument tout. Parlons d'abord du désastre de GPT-5. Imaginez qu'on vous remplace votre véhicule préféré par un modèle défaillant sans vous demander votre avis. C'est exactement ça. OpenAI vit GPT-4 du jour au lendemain et impose GPT-5 qui multiplie les erreurs. Mais au même moment, et c'est là que ça devient intéressant, ils lancent GPT-OSS, leur premier modèle ouvert depuis 6 ans. Et là, tout change. GPT-OSS, c'est fini les abonnements. Vos données restent chez vous. Vous modifiez le code comme vous voulez. En gros, au lieu d'être client, vous devenez propriétaire de votre IA. Cette stratégie cache quelque chose de plus gros. Reconquérir le marché face à la Chine et l'Europe. Parce que OpenAI, open source, parce que l'IA open source aujourd'hui c'est devenu géopolitique. Maintenant, la vraie question c'est où est-ce que tout ça va nous mener? De retour sur ce plateau, merci Stell pour cette brillante actualité de la semaine. 2 informations majeures retiennent notre attention, à savoir la sortie de GPT-5 et la sortie de GPT-OSS. Monsieur Christian, GPT-5, ça vous parle? GPT-5, ouais, ça me parle. Est-ce que vous l'avez déjà testé? C'est sorti tout récemment. On a eu la sortie du PDG de OpenAI qui nous a fait une sortie fracassante sur ces différents réseaux avec une suite de la sortie de GPT-5. Quelles sont les nouveautés? Est-ce que l'avez-vous déjà testé? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport? GPT-5, l'annonce commerciale elle concerne tout le monde. Tout le monde a vu commercialement que GPT-5 c'est 100 fois plus fort, plus grand que GPT-4 qu'on avait, la version de 4 qu'on avait. Mais sur le plan technique, c'est un peu moins accessible en fait en termes d'utilisation. GPT-5, il faut être beaucoup plus précis. En fait, ils ont également publié un guide de prompt pour pouvoir l'utiliser de manière efficace. Donc, à première vue, peut-être vous avez constaté sur les réseaux sociaux, ceux qui l'ont testé rapidement ont un peu eu une certaine déception des compétences de l'IA par rapport à ce qu'ils attendaient, par rapport à l'annonce commerciale. Ouais. Mais c'est parce qu'il faut être précis, il y a une méthodologie pour débloquer ces performances. Je vais le dire quand même, moi aussi j'ai eu à tester ChatGPT 5. Je pense que nous avons discuté en off, j'ai été pas mal surpris par quelques réactions qu'a eu ChatGPT 5 avec des bugs au niveau du code notamment. Il y a des parties où les interfaces ne sont pas foncièrement formées comme avec GPT-4. Sûrement cela relève de ce que vous venez de mentionner avec les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir le manipuler. Je pense qu'il y a tout un guide d'utilisation par rapport à l'utilisation de ChatGPT 5. Ouais, c'est déjà que
En fait, moi, je pense que c'était stratégique d'OpenAI. Ils ont essayé de délivrer d'abord le modèle open source avant de délivrer GPT-5. Peut-être c'est parce qu'ils étaient préparés à la potentielle déception qui viendra avec. Et donc, ils ont d'abord rendu leur modèle OSS qui faisait plus, qui était beaucoup plus attendu et qui a beaucoup réjoui la communauté des développeurs avant le modèle GPT-5 parce que on attendait depuis que OpenAI soit capable de nous donner un modèle open source vu qu'il est le plus utilisé le plus. Et donc avec le GPT OSS, c'était un modèle assez grand mais qui est capable aussi d'être scalable et utilisable sur des engins de faible capacité technique, notamment 120 milliards de paramètres. Effectivement. Et pourtant, les autres modèles open source qu'on avait jusqu'à présent, c'était des 7 milliards de paramètres et tout. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, donc c'est l'un des modèles open source les plus lourds, les plus grands en fait, mais qui est capable de pouvoir run. Run, ça veut dire exécuter sur un espace de faible capacité logicielle. Ok. Monsieur Michel. Monsieur Michel. Je vous écoute. Ouais, je vous fais un peu tranquille là depuis. Non, mais... Est-ce que GPT-5, vous aussi, vous l'avez déjà testé quand même? J'ai juste vu les réactions, en fait. Ouais. Il faut savoir que je ne suis pas un très grand adepte de ChatGPT. Ouais. Vous avez... Je l'utilise un peu moins souvent. Mais j'ai suivi quand même l'évolution de mon IA générative que j'utilise, Gemini. Gemini, ouais. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas encore au niveau de GPT-5 et OS, mais il y a quand même de belles choses qui se forment là. Et puis, je pense que Gemini aussi, ça marche mieux avec les téléphones Google Pixel avec des fonctionnalités assez intéressantes. Mais concernant le modèle de ChatGPT récent, je pense qu'un modèle qui étudie à 100 milliards de paramètres et qu'on arrive à le moduler de telle façon que ça soit utilisable sur des PC à faible capacité, je pense que c'est vraiment excellent. Et ça vient justement résoudre le problème de l'accessibilité en fait. Parce que malheureusement, pour pouvoir utiliser une IA, de bonne qualité ou bien pour pouvoir en concevoir, ça demande beaucoup de capacité, que ce soit de calcul pour la machine que tu dois, le PC que tu as. Et aussi, si tu n'as pas par exemple un bon PC, je sais pas, une bonne RAM, certaines requêtes peuvent nécessiter beaucoup de ressources. Fait que je pense que c'est quand même une très bonne chose. En plus, c'est open source. Je pense que les jeunes personnes qui sont intéressées, qui veulent exploiter ou bien explorer le potentiel, peuvent directement s'y mettre. Mais on peut quand même dire que chaque intelligence artificielle a sa particularité. Chaque intelligence artificielle a une spécificité dans son domaine. Je pense qu'on aura l'occasion de venir à une émission pour pouvoir essayer de comparer ces différentes intelligences artificielles et surtout sur le plan éthique. J'avais à vous, M. Caleb. Dans le domaine juridique, effectivement, est-ce que toutes ces innovations peuvent avoir un certain impact? Aujourd'hui, nous avons la sortie de ChatGPT 5, qui est un modèle qui est 10 000 fois mieux entraîné que le modèle ChatGPT 4. On l'a vu avec les images de présentation du produit ChatGPT 5. On a toute une petite boule là qui représente rien que les 1/5 par exemple de ChatGPT 5 qui est disponible actuellement. Oui. Pardon. Alors, pour cette question, on ne peut pas simplement répondre par oui ou non. En fait, c'est vraiment une question très complexe. Je suivais récemment le journal, par exemple en Chine, où ça expliquait un peu, il y avait, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait une exposition de l'intelligence artificielle qui avait été donc opérée là en Chine. Je ne me rappelle pas de la ville. Ça a pris 3 jours. Mais la question principale qui s'était posée, c'est vraiment la question des informations personnelles. Parce qu'avec l'IA, on met nos informations personnelles et vous le savez, hein, avec les cyberattaques, pour ne citer que ceci, c'est vraiment quelque chose qui est devenu aujourd'hui dangereux parce que on met les informations, puis des personnes de mauvaises intentions
peuvent venir chercher ces informations pour aller les utiliser contre nous, par exemple pirater les informations pour pouvoir avoir accès aux informations bancaires, pouvoir soutirer de l'argent ou simplement des informations liées, les informations médicales. Donc la grande question aujourd'hui dans tous les pays, c'est comment réglementer l'utilisation de l'IA afin de protéger les consommateurs face aux nombreuses difficultés, par exemple, qu'on peut rencontrer dans la consommation des produits que offre l'intelligence artificielle. Ça, c'est un peu partout, que ce soit au Canada et ici. Il y a même une loi qui a été, un projet de loi qui a été déposé au Parlement canadien. Ah ouais? Malheureusement, ça a été déposé depuis 2022. Ça suit un long chemin. Et malheureusement, ça a été mort, expiré au feuilleton lorsque Justin Trudeau a décidé de démissionner. Donc, ça n'a pas poursuivi. Certainement, le Parlement, avec M. Mark Carney qui est là, le Parlement qui est en place, pourra continuer, s'il décide de continuer sur les travaux de l'ancien Parlement ou reprendre tout le travail. Mais c'est pour juste noter la complexité qu'il y a autour de cela. Juridiquement, ce n'est pas encore tout à fait régulé, mais le travail est en train d'être fait. Mais ça peut vraiment avoir des effets, notamment sur les droits de la personne. Si on rentre là-dedans, c'est une grande matière, mais on peut retenir que oui, il y a de quoi faire, puis ça peut avoir vraiment des conséquences sur les droits de la personne. L'intelligence artificielle aura forcément des conséquences sur le droit de la personne. Merci encore une fois de plus, Tel, pour l'actualité tech de la semaine. Merci à vous pour vos réactions. Certaines de ces actualités, effectivement, ramènent au thème du jour qui est: l'intelligence artificielle est-elle une menace ultime ou un tremplin pour essayer de réinventer nos métiers? On va maintenant ouvrir tout de suite le grand débat tech, en commençant effectivement par Michel. Tu aurais effectivement 1 à 2 minutes chacun pour pouvoir essayer de défendre une question que je vais effectivement poser. Michel, selon toi, est-ce que l'intelligence artificielle est en train de créer plus d'emplois qu'elle n'en détruit, ou bien l'inverse? Ça, c'est une question très pertinente. Ouais. J'allais juste tantôt dire, par exemple, faut savoir que plus l'intelligence artificielle atteint un niveau élevé, plus certains domaines évoluent, en fait, tendent à évoluer. Et on sait tous que plus la technologie évolue, plus il y a peut-être de nouveaux secteurs d'activité qui se créent, plus on arrive à explorer certains secteurs d'activité qui n'étaient pas explorables avant. Je peux dire quoi? Je peux prendre un exemple simple. Imaginez par exemple des personnes qui sont dans le secteur marin, qui par exemple n'avaient pas des outils nécessaires pour explorer certaines zones maritimes. Je prends un exemple simple comme ça. Imaginez que l'IA atteint un niveau où on peut par exemple désormais le faire avec un certain outil. Ça deviendra, ça va offrir d'autres secteurs d'activité. Deuxièmement, tantôt par exemple, M. Calais parlait par exemple du côté de la sécurité de la vie privée, comme par exemple. Il faut savoir que plus on a des modèles d'IA performants, plus ça ouvre aussi la porte aux hackers, par exemple, d'avoir de meilleurs moyens de hacker, par exemple, les systèmes de sécurité. Et aujourd'hui, c'est aussi un défi pour la sécurité informatique de pouvoir contrer les attaques menées par les agents d'IA, en utilisant l'IA aussi. C'est vrai que c'est un petit peu un combat de celui qui a l'agent d'IA le plus performant. Et pour moi, c'est ça que ça ajoute des contraintes qui, sûrement, vont ouvrir de secteurs d'activité. Mais si on prend le contraste en fait de maintenant, du niveau où on en est, c'est sûr que très bientôt, beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de métiers vont tendre à carrément disparaître. Et c'est sûr qu'on parle, il y a certains métiers qui vont suivre des mutations, comme par exemple un développeur traditionnel qu'on connaissait jusqu'ici. Malheureusement, il n'y aura plus ça, malheureusement, pour nos camarades qui sont au baccalauréat en génie informatique et tout ça. Là, ça va être compliqué. C'est sûr qu'il y aura... récemment, il y avait un nouveau métier qui avait survenu. Je ne sais pas, c'est quoi? Codeur, vibe coder. C'est vibe coder, par exemple. Vibe coder, par exemple. Des trucs de même qui peuvent voir le jour, par exemple. Être capable d'utiliser une intelligence artificielle pour pouvoir développer. C'est ça. Donc la question finalement de savoir est-ce que l'IA va créer plus de métiers qu'en supprimer. Je pense qu'au moment présent, c'est sûr que ça va peut-être en supprimer plus.
Ouais. Mais je pense à l'avenir, quand on va atteindre un certain potentiel de l'IA, Ouais. peut-être on va pouvoir explorer certains autres secteurs Ouais. encore, parce que l'humanité n'est pas encore... comment dire, il y a encore beaucoup de secteurs à développer en fait, que ce soit dans la construction ou bien dans tous les autres domaines. Tout à l'heure, Calais parlait par exemple de l'agriculture. Par exemple, il y a beaucoup de contraintes, comment surveiller les plantes, tout ça. Je ne veux pas vraiment m'étaler dessus, Ouais. mais je pense que pour y répondre, ce sera vraiment à l'avenir en fait, pour, Ouais. dans le futur, pour qu'on puisse vraiment voir l'impact que ça a eu jusque-là. Parce que jusqu'à présent, il y a par exemple certaines lois qui ne sont pas passées, comme Caleb l'a dit, Ouais. pour pouvoir peut-être mettre l'accès de l'IA dans tous les domaines, par exemple. Fait que l'impact ne se ressent pas encore réellement, comment dire, de façon crue au niveau de la suppression des métiers, mais ça ne saurait tarder carrément, à mon avis. Monsieur Christian, Michel, lui, il pense que l'intelligence artificielle va potentiellement réduire beaucoup de métiers, beaucoup de personnes seront au chômage, il y aura tellement de problèmes avec certains emplois. Selon vous, en tant que futur spécialiste en intelligence artificielle, penses-tu que nous sommes prêts à encadrer correctement son intégration dans certains métiers? Ou bien on laisse la technologie avancer plus vite que nous? Est-ce que tu pourrais mieux reformuler ta question, s'il te Ouais, plaît? j'essaye de bien reformuler ma question. Est-ce que pour toi, nous devons mieux essayer d'encadrer l'intégration de l'intelligence artificielle dans certains métiers, ou bien on doit juste laisser les choses se faire comme elles vont, comme cela? Quand tu parles d'encadrement, c'est encadrement de manière sur le cadre légal ou sur... Parce qu'en réalité, les entreprises recrutent selon leurs besoins. Ouais. Ce qui veut dire que si si je suis par exemple CEO d'une entreprise et que j'ai besoin de personnes dans mon entreprise, je vais recruter selon mon besoin. Je peux décider de recruter 4 personnes, comme je peux décider de recruter 30 personnes ou 50 personnes. Et l'État ne va pas venir m'obliger à recruter puisque je n'en ai besoin. Ouais. Donc, si c'est pour la réglementation légale d'utilisation d'IA, c'est sûr qu'il faut réglementer sur les cas d'usage, par exemple. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'intelligence artificielle pour surveiller mes employés? Ouais. Ça, c'est la loi qui encadre ça. Même si que j'aimerais que mes employés soient plus efficaces, Ouais. la loi ne va pas forcément m'autoriser de pouvoir placer des caméras pour surveiller si mes employés sont en train de travailler ou pas. Ouais. Et avec un système de détection de productivité ou pas. Ça, c'est des choses qui peuvent être réglementées au niveau légal de la chose. Mais sur le besoin de l'entreprise et les compétences nécessaires dans mon entreprise, chaque entreprise a sa culture et sa manière de fonctionner. On peut avoir une entreprise qui veut être traditionnelle et qui ne veut par exemple pas que les employés utilisent les IA génératives pour être plus productifs. Ils peuvent aussi vouloir que les employés n'utilisent complètement pas peut-être des jobs où on n'a pas besoin de téléphone ou de technologie pour travailler. Ils peuvent vouloir que les choses se fassent comme ça là. Ça, c'est vraiment dépendant de l'objectif à atteindre des responsables d'entreprise. Ok. Si j'ai bien compris la question, je pense que c'est plus dans ces volets-là. Je vais essayer un tout petit peu de vous relancer par rapport. Si l'IA était une personne, dans le monde du travail, est-ce que ce serait plutôt un collègue génial ou bien quelqu'un qui sauve la mise, ou alors quelqu'un qui est là pour essayer de remplacer un autre collègue? Les questions vis-à-vis de l'intelligence artificielle, notamment générative, présentement, ça ne se répond pas par oui ou pas non. Ouais. En tout cas, de mon point de vue. Généralement, c'est toujours une chose que, quand on dit oui, il faut aussi être conscient de ce qui vient avec comme conséquence. Ouais. Et quand on dit non, il y a aussi ce qui vient avec comme avantage ou inconvénient. Moi, mon analyse vis-à-vis de la chose, c'est que vis-à-vis de l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos lieux de travail quotidien et ce qui va avec, c'est que ça pourrait être bénéfique, très bénéfique, si on sait comment l'utiliser. Donc c'est un bon collègue à vous alors? C'est un bon collègue si on sait comment l'utiliser. Notamment, Caleb soulevait la question de
la confidentialité des données. Ouais. Si moi je suis une entreprise, par exemple une start-up, et que je développe une technologie de recherche et développement, et que j'aimerais que les travaux qui s'effectuent dans mon entreprise restent confidentiels, parce à cause de la compétitivité, je vais essayer de me rassurer que même si mes emplois restent productifs, ça sert à quoi d'être productif, mais si on partage tout ce qu'on fait sans savoir à la concurrence. Genre, mes employés sont productifs, mais en réalité, tout ce qu'ils font est connu par toutes les autres entreprises concurrentes. Ce qui veut dire que de là où on aura publié notre recherche ou notre innovation, elle sera peut-être déjà implémentée ailleurs et rapidement. Donc, ça, c'est une contrainte de confidentialité. Est-ce qu'il y a vraiment encore de confidentialité si on utilise quelqu'un qui n'est pas digne de confiance? C'est comme ça que je vais appeler ça. Genre, tu partages tes informations parce que tu veux qu'il t'aide. Il t'aide, mais en contrepartie, il partage ce que tu partages avec lui, avec tout le monde. Ouais. Donc, ton idée, et même aussi sa manière de t'aider aussi, c'est de voler les idées des autres personnes pour t'aider. Ouais. Donc, c'est un peu comme du plagiat généralisé. Je comprends. Ça soulève aussi ça, genre, c'est une sorte de plagiat généralisé. Toi, pour évoluer, tu plagies sans le savoir peut-être ou sans le vouloir, les informations d'une autre personne. Et aussi, toi, on peut utiliser des informations pour plagier ou aller utiliser ça pour développer ailleurs sans aussi que tu le saches. Et donc, c'est une problématique aussi qui se pose. On augmente de productivité, mais en faisant une sorte de plagiat généralisé. Mais c'est d'où, en fait, l'importance des modèles open source comme on le citait. Pouvoir développer de l'IA générative qui est capable de pouvoir être contextualisé et spécifique à notre tâche, à notre domaine d'action et rester local, de telle sorte que ce qu'on fait en entreprise, ça aide tous les employés, mais ce n'est pas aussi genre exposé au regard de tous. D'honneur à notre invité, Anus Phrase, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui craint que l'IA puisse prendre son métier? Anus Phrase. Merci pour une question pertinente. Ouais. En fait, ça discute partout, que ce soit en Afrique ou en Occident, la réorientation en fait, des métiers. Moi, ce que je dirais comme conseil, ou je donnerais comme conseil, c'est que avant de s'engager vers un chemin, donc vers un métier professionnel, il faut voir dans 20 ans, dans 50 ans, parce que cette affaire est lancée, donc ça va vraiment continuer, ça ne va pas revenir en arrière. Dans 20 ans, 50 ans, où nous en serons avec l'intelligence artificielle. Quels sont les métiers en fait, où l'IA ne peut pas remplacer l'être humain? Et moi, je suis vraiment, je ne dirais pas sceptique sur cette question, mais je sais que l'IA touche vraiment presque l'ensemble des secteurs économiques. Mais c'est à des différences près. Par exemple, un éleveur, certainement, l'IA peut intervenir avec les robots pour aller nourrir les animaux, mais ce n'est pas dans tous les secteurs. Par exemple, il y a l'agriculture ou à l'élevage, par exemple, ou peut-être la construction, vous parliez de l'architecture. Donc, le conseil que je dirais, c'est se renseigner sur les métiers où l'IA n'aura pas un grand impact, donc de remplacement de personnes. On parlait de la robotique qui est vraiment en train de se développer beaucoup. Mais par exemple, les métiers comme administratifs ou financiers, l'IA peut tenir par exemple une comptabilité sans avoir besoin de beaucoup. Donc une entreprise qui évolue dans la comptabilité, peut-être le CEO aura besoin de 2 ou 3 personnes pour faire quelques tâches finies, basta. Donc en gros, tu veux choquer les comptables de leur dire de se préparer là. Oui, que ce soit les comptables, mais ça touche vraiment, que ce soit juridique, hein, je le disais tantôt, la consultation a vraiment baissé. Et donc, il faut cibler, moi je dirais, les métiers carrément techniques. L'IA n'aura certainement pas, en tout cas, remplacé tout le monde. Donc, il faut cibler des métiers comme ça qui ne sont pas trop manuels, évidemment. Merci, M. Caleb. Merci. J'avais juste une question pour M. Caleb. Est-ce que, Michel, de ton point de vue... Non, c'était une question. Non, pas de question. C'est moi qui pose des questions. Je pense qu'on aura l'occasion de recevoir... Non, c'est une question vraiment concernant le droit. Monsieur Michel, c'est moi le modérateur, c'est moi qui pose des questions. Merci bien. C'est vraiment une question pertinente quand même. Merci bien, Monsieur Caleb. Merci, Monsieur Caleb. Merci, Monsieur Christian. Merci, Monsieur Michel.
Merci à tous d'avoir accepté cette invitation et on retient donc que, au vu de tous les avis pertinents qui ont été cités, que l'intelligence artificielle n'est ni un ennemi absolu, ni une solution magique, mais quelque chose qui va certainement changer le monde. Merci bien à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin et nous vous disons à très bientôt dans une prochaine émission. Merci à tous.